Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Oui, on m'entend, le micro est branché. Bienvenue en ce dimanche après-midi avec trois auteurs pour parler du grand dehors et trois livres qui vont se mêler, se tisser, telles les racines des arbres. C'est assez étonnant, on verra les correspondances baudelairiennes et autres, puisque Nicolas Chemelin en parle dans Murnau des Ténèbres au Cherche Midi. Un roman absolument passionnant sur ce tournage mythique, maudit de Tabou dans les îles d'abord marquisiennes à Tahiti et à Bora Bora. Un récit empreint de Conrad qui va vers l'origine des choses, du monde, et qui décrit une nature vivante. Et ça plaira beaucoup à Alain Baraton, jardinier en chef du parc de Versailles. On vous retrouve aujourd'hui avec ce dictionnaire amoureux des arbres. Et on reçoit à la fois l'amoureux des arbres, des plantes, mais plus qu'un ouvrage sur les arbres en tant que tel, vous vous faites poète, vous vous faites conteur, puisque vous retournez aussi à l'origine des arbres, autant par l'étymologie que par ce qu'ils nous enseignent et ce qu'ils nous racontent. Édouard Bureau, dans La Grande Vallée, votre deuxième roman au Cherche Midi, on va suivre le périple de deux bergers, Arnaud et Bélège, le merle et le barbu. Et j'avais envie de commencer par lire un extrait, et ça parlera, je pense, particulièrement à Alain Baraton au début de La Grande Vallée. Voilà ce que Édouard Bureau écrit. Le groupe laissait derrière les arbres feuillus et les épicéas. À cette hauteur, plus encore qu'au fond de la vallée, les mélèzes et les arolles dominaient. Ils avaient une grosse couronne boursouflée, des branches qui disparaissaient sous les touffes d'épines douces. Malgré leur réputation revêche, ces arbres avaient quelque chose de souple. On imaginait leurs racines pénétrer profondément dans un sol généreux. Cet enfoncement dans le sol était la preuve de l'osmose paisible entre les arbres et la terre. Vivants, les arbres prenaient leur verdeur dans la terre et mourant, ils la nourriraient. Édouard Bureau, est-ce que construire un livre, c'est de la même manière qu'Alain Baraton le fait, c'est s'occuper d'un arbre, c'est-à-dire à la fois un objet qui prend ses racines dans le sol et qui en même temps s'élève vers le ciel, vers une sorte d'horizon d'ailleurs. Bonjour à tous. Ah oui, c'est joliment dit ça. Cette espèce de double mouvement à la fois intérieur et imaginaire, un peu aérien. On a besoin de plonger nos racines dans la terre, et dans ce cas, ce serait à peu près les lectures qu'on a pu avoir, les influences qui peuvent nous traverser. Et de ces racines-là, on est capable de faire pousser nos branches. Vous, vos racines, elles sont nombreuses littérairement, mais on pense notamment à Giono, avec un titre comme « Les vraies richesses ». Et dans La Grande Vallée, les vraies richesses, elles sont à prendre dans cette nature qui nous parle. C'est-à-dire que vos personnages, ils ont tout un apprentissage du regard et de l'écoute, avec cette idée aussi du temps qui est long. Oui. Est-ce que vous les avez construits justement comme ça? Et est-ce qu'ils sont connectés d'une certaine manière à votre propre regard sur la nature? Oui, et on met de soi, et en même temps on met aussi de temps en temps l'idéal qu'on poursuit. Avoir un regard complètement désintéressé, très pur et émerveillé devant la nature, ça devrait nous traverser tous, et parfois nous avons la tentation de simplement la traverser. Mais voilà, je ne sais pas vraiment quelle était la question, et savoir si j'y réponds bien surtout. Si, mais c'est par rapport à ces personnages, mais c'est aussi le temps long. Est-ce qu'un roman, il doit à un moment donné être mûri? Et c'est pas le temps de l'immédiateté. Qu'est-ce qui se sédimente? Qu'est-ce qui a sédimenté en vous pour que le roman se déploie? Parce que c'est un roman qui prend le temps aussi. C'est un roman qui prend le temps de se déployer. Oui. Le processus d'écriture lui-même est lié à son auteur. On écrit en étant parfois joyeux, parfois en colère, et on se calme ou on continue notre apaisement au fil de la plume, enfin, du clavier. Donc oui, le temps long permet de poser le personnage et de poser sa propre écriture. C'était un parti pris de mettre cette première partie assez contemplative pour poser des jalons qui ensuite justifient l'action. Le texte, l'extrait que j'ai lu d'Édouard Bureau, Alain Baraton, je pense que ça doit vous parler. Ces êtres vivants qui naissent
et qui meurent. Les arbres ont tant de choses à nous dire et vous racontez aussi leurs histoires au pluriel. Bonjour à tous. Tout me parle dans ce que vous venez de dire, des racines qui s'enfoncent dans les profondeurs de la terre, de ces branches qui se dirigent vers le ciel comme si elles imploraient les dieux. Et puis la notion de temps. L'arbre, pour faire simple, c'est le temps. Le temps qu'il a fait, le temps présent et le temps à venir. Quand je dis le temps présent, si demain vous regardez par exemple une photographie, vous ne pouvez savoir la saison à laquelle la photo a été prise qu'à partir des arbres qui ont été photographiés. Quand on part par exemple en direction de Brive par le train, 4 ou 5 heures de train, je l'ai fait hier, on se rend compte qu'on approche au regard du changement de végétation. Le temps, l'arbre est également un indicateur de déplacement. Je rappelle également que l'arbre, c'est aussi en plus du temps, peut-être même un symbole d'éternité. Vous parliez du temps, mais quand on sait que l'arbre le plus vieux du monde, par exemple, c'est un petit sapin qui vit dans le nord de la Suède. Il est là tout seul dans un bosquet, il est petit, le froid l'a quelque peu nanifié, et le premier scientifique qu'il a observé est un soviétique, un russe. Et quand il a vu cet arbre, et quand il a vu ce qu'indiquait son compteur, j'allais dire de calcul d'arbres, il a pensé que soit il était sourd, soit que la machine s'était trompée. Il a fait appel à d'autres scientifiques américains qui sont venus conforter ses analyses. L'arbre est âgé et il est vivant. Vous le disiez, l'arbre est un être vivant. Eh bien, celui-ci est âgé de 9450 ans. 9400 ans. Il est donc l'arbre le plus vieux du monde. Quand on a 9500, 400 ou 500 ans, on n'est plus dans le temps, on est dans l'éternité. C'est, je crois, la magie de l'arbre. Vous en parlez aussi, Nicolas Chemla, dans Murnau des Ténèbres, avec ce rapport au temps et à la destruction. Je vais lire un extrait. Après cet incendie, et plus encore durant son séjour ici au bout de l'île, il ressentait désormais une tendresse et une attention accrue à la fragilité des choses, aux miracles éphémères et éternellement renouvelés de leur unicité fabuleuse et absolue, et il comprenait mieux ce sentiment permanent qu'on éprouvait dès que l'on pénétrait dans le Fénua, que l'on arpentait ces terres ou ces arêtes mouvementées, que l'on explorait ces lagons ou ces anses sages, d'évoluer toujours sur le regard scrutateur de montagnes vivantes que le soleil semblait animer d'humeurs imprévisibles quand ses rayons caressaient leurs flancs abrupts et plissaient de couleurs changeantes, tantôt douces et enflammées. On est dans cette partie du roman où Murnau dialogue aussi avec Gauguin, avec Matisse plus particulièrement. Est-ce que ce travail aussi autour de ce tournage mythologique et mythique qui est tabou de Murnau, est-ce que c'est une manière d'aller charrier une sorte de temps mythologique, de temps où on essaie de retrouver l'origine, à un moment donné, de l'être vivant? Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, en effet, moi ce qui m'a intéressé, le tournage de Tabou est clairement un prétexte pour parler un peu de tout ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire de la nature, mais surtout du grand tout, en fait, ce que les Polynésiens appellent le grand tout, donc ce rapport au monde où tout est lié. Mais effectivement, le destin de Murnau m'a intéressé parce que c'est un personnage profondément romanesque, romantique, au sens où il défend son idéal envers et contre tout, et effectivement assez mythologique, c'est-à-dire que il a flirté avec les forces du mal, ou en tout cas les forces occultes pendant une grande partie de sa carrière. Et il part au bout du monde, ce qui pour lui à l'époque, et encore aujourd'hui pour nous occidentaux, apparaît comme le bout du monde. Mais c'est pas que le bout du monde, c'est aussi l'origine du monde. Il y a un rapport au temps qui se dessine avec la géographie. Il y a cette idée d'aller au bord des cartes, là où les cadrans s'arrêtent et où en fait effectivement le temps bascule dans une autre chronologie. Mais j'ai voulu présenter son parcours comme celui d'un homme qui part à la recherche d'une lumière originelle avant qu'elle soit séparée de l'ombre en fait. Et donc c'est effectivement une remontée aux origines, non pas seulement du monde, mais des idées même de bien et de mal, cette espèce de division des choses, mais qui du coup rejoint la nature, au sens où dans la culture polynésienne, et c'est aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études de sciences occidentales qui viennent confirmer cette approche, la notion même de division entre les êtres apparaît comme non pertinente, non valide.
On a en nous la flore intestinale, elle est faite d'éléments extérieurs. Sur la peau, on a un microbiote qui est constitué de... Et les arbres eux-mêmes, alors qu'on a longtemps considéré qu'ils ne se parlaient pas entre eux et qu'ils étaient des entités séparées des autres, en fait aujourd'hui, on a plein de manières de démontrer qu'ils font vraiment partie d'un tout, qui communiquent de plein de manières différentes, pas seulement de manière, en termes d'échange de matière, mais aussi d'information. Et donc voilà, donc Murnau part à la recherche d'une espèce d'origine de la lumière, sachant que c'est sa matière première en tant que cinéaste, et va être confronté à une culture dans laquelle, en fait, lumière et ombre sont, évidemment qu'ils sont toujours liés, mais ça c'est un poncif, ils sont indissociables, indivises, quoi. Donc c'est ça qui m'a intéressé, et c'est en ça qu'effectivement il y a quelque chose d'assez mythologique dans ce discours, enfin dans ce parcours, pardon. Édouard Bureau, vous avez un sens aussi très précis de l'évocation avec vos personnages, avec cette idée de lumière. Je trouve que ça caractérise vraiment, pas seulement la première partie, mais dans l'idée que vous créez des images très fortes face à la nature. Est-ce qu'il y avait une influence cinématographique ou picturale pour rendre compte de la diversité que représentent les montagnes, les arbres, la nature de manière générale? Quelles sont les difficultés quand on est romancier pour saisir ça, justement, cette lumière qui change tout le temps en utilisant des mots? Moi, c'est principalement ma propre expérience qui a pu inspirer ma plume. Je me rappelle d'une balade que j'avais faite, enfin d'une randonnée que j'avais faite dans les Alpes, et j'avais vu des flancs de montagne qui étaient vraiment arrachés, avec un pierrier qui était tombé, il y avait de la rocaille et c'était beau. Et en voyant ça, je me suis dit que je voulais un moment écrire là-dessus. Donc c'est le vécu qui nourrit évidemment la plume. Ensuite, on peut faire des recherches. Je parle presque de manière parfois presque encyclopédique de certaines plantes. C'était simplement que je faisais des petites recherches et je voyais une fleur qui me parlait beaucoup. Je la mettais dans le roman. Je trouvais même que le nom était beau. Je voulais pas m'arrêter à ce que c'était précisément, et puis je me laissais porter. Alors évidemment, pour un expert comme Alain Baraton, les fleurs que je peux évoquer sont peut-être très communes, mais je trouvais que le son seulement était beau. Les pois de senteur, les orchis, il y a une espèce tout de suite de poésie immédiate, même dans le mot, et on ne sait pas vraiment de quelle couleur seront les pétales et de quelle forme s'habilleront les pistils, mais ça suffit. Il y a une espèce comme ça de rythmique qui est belle dans la nature, dans l'évocation même de toute la diversité naturelle. Il y a un extrait qui devrait à nouveau parler à Alain Baraton. Ça fonctionne? Oui, oui. Vous dites, vous écrivez, Édouard Bureau, un personnage dit « Ah, mon corps s'affaiblit, mais j'essaye de préserver mon âme en fleurs. C'est bien difficile, j'y pense, à chaque coucher. Mais voilà où réside la clé de toute vie. Il faut arroser son jardin et croire en sa floraison prochaine. On dit que les derniers bourgeements d'un cerisier sont les plus beaux. Alors j'attends, paisiblement, de voir éclater l'annoncé canopée. » Ça ne peut que vous parler, cette idée aussi d'attendre et de s'émerveiller aussi, tel un enfant de la variété, de la richesse du monde. Je suis déjà émerveillé du talent de mes deux voisins qui, lorsqu'ils parlent du monde végétal, s'expriment avec beaucoup de clarté et de poésie. Et ce n'est pas évident, parce que le monde du végétal, le monde de la fleur, le monde des arbres est un monde qui nous est familier. Et on peut tous en parler, mais en parler avec talent, c'est beaucoup plus difficile. Quand on lit Chateaubriand et la manière avec laquelle il parle des cèdres, on ne peut être que séduit. Quand on voit Victor Hugo qui parle du chêne que l'on va abattre, je ne peux être qu'admiratif. Et il est vrai que de parler de la beauté de la floraison avec tout ce qu'elle engendre, c'est merveilleux. Juste, je le dis avec une petite pointe d'humour, juste à propos du nom des plantes, s'il est vrai que certaines plantes ont des noms délicieux, d'autres, on peut parfois se poser la question. Juste un exemple. Vous parliez d'orchis, je crois, j'ai cru comprendre. L'orchis a été baptisé ainsi par le grand Linné, Carl von Linné, botaniste suédois. Il avait constaté que l'orchidée, car il s'agit d'orchidée, avait la particularité, quand on la sort du sol et que l'on secoue les racines, de laisser apparaître fixes racines des excroissances en forme d'olive. D'où le nom de l'orchidée qui vient du grec orchis, qui signifie
testicules. Donc je ne suis pas forcément sûr qu'il y ait dans cette définition beaucoup de poésie. Mais il est vrai qu'il y a des noms absolument extraordinaires. Et il est vrai que quand on offre des plantes comme les immortelles, c'est beau l'immortelle qui fleurit très longtemps et qui sèche merveilleusement bien, le pois de senteur. Le pois de senteur, il n'y a pas plus beau que le pois de senteur. C'est même la plante qui devrait être la préférée des apprentis jardiniers, parce que vous prenez des pois, vous les mettez dans le sol, et quelques semaines, quelques mois plus tard, vous avez une floraison exubérante. Donc c'est vrai que la fleur a un nom souvent enchanteur, mais il est surtout vrai que la fleur nous annonce des jours meilleurs. Voir le retour des fleurs au printemps, c'est le retour de la vie, tout simplement. Lorsque l'on va en Polynésie, quand on va dans les pays où il fait chaud toute l'année, on est séduit bien sûr par la couleur du ciel, mais aussi par la floraison exubérante et très visible de quantité de végétaux. Donc la fleur, c'est la vie, la fleur, c'est la beauté, et la fleur, c'est aussi l'espérance. Moi, ce qui me frappe en vous écoutant à la marathon, puisque vous avez aussi une chronique sur France Inter et vous passez aussi sur France 5, c'est qu'on a l'impression que vous avez autant de plaisir à travailler et à vous occuper des arbres qu'à en parler. Est-ce que c'est important de mêler l'un à l'autre? Je suis non pas revanchard, mais je suis rancunier, et je me venge d'André Le Nôtre, parce que André Le Nôtre est beaucoup plus connu que moi. Sa postérité posthume n'aura aucune commune mesure avec la mienne, qui disparaîtra très vite. Et pourtant, il y a des raisons d'en vouloir à André Le Nôtre. L'homme est quelque peu pingre, j'aurais pu vous en parler longuement. L'homme n'invente pas le jardin à la française, même s'il en a créé des magnifiques. Mais cet homme ne communique pas, cet homme ne transmet pas, cet homme n'écrit pratiquement pas. C'est inouï. Quand on est détenteur d'un art, j'estime que l'on a non pas le droit, l'obligation de le transmettre. Alors ne pouvant rivaliser avec André Le Nôtre, vous vous doutez du pourquoi, au moins, contrairement à lui, moi je communique. Et vous rappelez dans le dictionnaire amoureux des arbres que les arbres ne sont pas protégés par la loi. C'est quand même assez incroyable. C'est fou, c'est complètement fou. Il faut savoir qu'en France, aucun arbre n'est protégé par la loi. J'ai bien dit aucun. Alors il y a toujours quelqu'un qui va me dire oui, mais dans ma ville, dans mon village, on n'a pas le droit de les couper. Non, c'est totalement faux. En France, l'autorité qui peut s'opposer à un abattage d'arbres, c'est le maire, le préfet ou l'architecte des bâtiments de France. En France, l'autorité qui peut autoriser l'abattage d'un arbre, c'est le maire, le préfet ou l'architecte des bâtiments de France. Moralité, les arbres ne sont pas protégés. Ceux de Versailles, par exemple, ne le sont pas. Ce sont les alignements qui sont protégés. Le bosquet est protégé, mais l'arbre, en tant qu'individu, ne l'est pas. Et on le voit bien. On n'hésite pas à couper des arbres vieux de plusieurs centaines d'années pour élargir un carrefour ou construire une autoroute. Juste un exemple, l'olivier de Roquebrune-Cap-Martin, c'est un arbre qui a été planté il y a approximativement 2000 ans. Il n'est protégé par aucune loi. Si demain la commune souhaitait le couper, elle en aurait parfaitement le droit. Alors, on élèverait quelques protestations, mais elle pourrait le faire. Si je le peux, je voudrais vous raconter une belle histoire à propos d'arbres. Vous avez en Normandie, sur la commune d'Allouville-Bellefosse, un chêne qui est aujourd'hui âgé, je crois, je confonds toujours entre 800 et 1200 ans. Je crois que c'est 1200 ans. 1200 ans. Et cet arbre a toujours fait la fierté du village. En 1790, en pleine tourmente révolutionnaire, l'arbre doit être coupé. Il doit être coupé car il abrite en son cœur 2 chapelles dédiées à la Vierge Marie. Il est donc devenu objet de culte. L'instituteur du village trouve fou l'idée que l'on puisse couper un arbre aussi beau et aussi ancien. De nuit, il vient poser sur le tronc du végétal un écriteau sur lequel il a marqué « Temple de la raison ». Alors là, on ne touche plus à l'arbre, bien entendu, on le laisse poursuivre sa vie. En 1970, certaines voix demandent l'abattage de l'arbre parce qu'il est devenu coûteux pour la commune. Il y a des projets au niveau de la route où l'arbre contrarie quelque peu, donc il risque d'être abattu. Et un homme, là encore, s'oppose à l'abattage de l'arbre. L'arbre, aujourd'hui, a été consolidé par une structure métallique. Il vit toujours sur la commune de Allouville-Bellefosse. Il est même devenu la première source d'emploi du canton parce qu'il y a autour quelques commerces, quelques restaurants. Il est devenu le symbole du village. Donc quand on veut protéger les végétaux, on le peut, mais le chêne d'Allouville-Bellefosse n'est protégé par aucune loi.
Nicolas Chemla, dans Murnau des Ténèbres, qui, par son titre aussi, convoque le cinéma. Et c'est aussi une réflexion sur ce qu'est le cinéma à travers la figure de Murnau et de Nosferatu. Et il y a toute une réflexion sur le montage, parce que c'est un texte qui tisse énormément de choses, qui s'appuie à la fois sur le journal qu'a écrit Murnau, sur des textes de Matisse, avec cette idée que le récit commence par la fin pour revenir aux origines. Comment c'est entremêlé toute cette manne à la fois documentaire et passée par le tamis de la fiction et de votre imaginaire? Oui, en effet. Comment dire? En fait, c'est en écrivant, en recherchant, en me plongeant dans ce projet qui était à la base un peu fou. Parce qu'il faut quand même savoir que tout a déjà été écrit sur ce tournage, qu'il y a un documentaire ultra détaillé qui a été produit par Arte il y a 25 ans. Donc il s'agissait vraiment d'un geste de pure littérature, quoi. La seule chose que j'allais apporter, c'était mon regard, ma main, ma plume. Donc il ne s'agissait pas de révéler quoi que ce soit de nouveau. Et donc je me suis lancé dans ce sujet en faisant des recherches, en allant sur place, en lisant le journal de Murnau, en relisant les œuvres de Melville, Conrad, Stevenson, Loti, voilà. Et en fait, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de points de rencontre. En fait, il faut savoir que Murnau lui-même était complètement imprégné de cette culture littéraire et qui part sur son petit voilier avec juste quelques livres qui sont les livres de Stevenson, Loti, etc. Et que donc il arrive avec ce bagage littéraire, que son regard lui-même est donc complètement structuré par la culture littéraire. Et en écrivant, je me suis rendu compte que on pouvait tisser entre eux ces textes avec deux idées, parce qu'il faut savoir que bon, je suis pas philosophe de formation, mais je m'intéresse pas mal à la philosophie. Je suis très marqué par la lecture de Derrida, entre autres, et de ses acolytes. Et Derrida parle de hantologie avec un H. La hantologie, c'est donc le spectre, la hantise. Et donc il démonte, enfin il détisse justement la notion même d'autorité de l'auteur, la question même du jeu qui écrit et du jeu qui lit. Il y a une frontière comme ça qui est trouble. Et ce qui m'a intéressé dans cette approche, c'est que d'abord, ce que je disais tout à l'heure sur la nature et la frontière qui se dissout entre les êtres et les individus, qu'ils soient végétaux, minéraux ou humains. C'est ce que j'ai essayé de faire en fait dans le texte lui-même. Je me suis rendu compte que peut-être que c'est les montagnes elles-mêmes, parce qu'on parle beaucoup des arbres, mais il faut aussi parler des montagnes. C'est la montagne elle-même qui dicte. Ce qui est sidérant quand vous lisez Melville, Stevenson, Conrad, Loti, c'est qu'ils utilisent quasiment tous les mêmes phrases pour décrire cette nature complètement envoûtante et enchanteresse. Et donc, je me suis rendu compte que le projet, pour qu'il soit cohérent, il fallait que lui-même, il soit tissé de ces auteurs qui finalement, dont l'identité elle-même se dissout dans la nature. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de raconter, mais j'espère que vous en tirez quelque chose, je sais pas. Si, très clair, parce que la montagne, on la retrouve évidemment, c'est un personnage en tant que tel chez vous, Édouard Bureau. Et d'ailleurs, il me semblait que le premier titre de La Grande Vallée, c'était pas le Grand Batave, qui est le nom d'un des personnages principaux. Comment s'est fait ce glissement aussi, même si c'est a priori anecdotique, mais c'est intéressant finalement de mettre cette figure particulière de côté pour afficher avant tout ce personnage qui est La Grande Vallée. Alors, mon éditeur est dans la salle, donc il connaît cet historique avec autant d'acuité que moi. J'avais proposé donc le Grand Batave, qui est le nom
du méchant, on va dire, de ce roman-là. C'est un homme qui donc, a gagné le surnom de Grand Batave. Il est arrivé dans cette vallée et il apporte le progrès technique par petites touches. C'est une personnification en fait de la révolution industrielle. Il est en train d'apporter le progrès et donc de détacher les habitants de cette grande vallée-là de tout ce qui faisait leur richesse intérieure, donc leurs chansons, leur rapport à la beauté, à la contemplation. Donc je trouvais ça assez fort de donner le nom du méchant pour le titre du roman, mais mon éditeur Jean Le Gall a eu cette idée d'ouvrir un petit peu les horizons, et en donnant le titre de Grande Vallée, on crée tout de suite un univers, un imaginaire, et c'est assez amusant. Je le vois un peu sur les étals des différents salons. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont interloqués par cette grande vallée-là, parce qu'ils pensent tout de suite à des souvenirs d'enfance ou plus récents, de montagne. Et la grande vallée a une espèce de pouvoir évocateur assez immédiat et assez fort. Donc c'était assez intelligent de la part de mon éditeur-là, parce que ça nous plonge tout de suite dans des moments que nous avons pu vivre qui sont assez heureux. L'idée d'une vallée, c'est même encore plus positif que la montagne. On imagine tout de suite des déclinaisons, des montées qui peuvent être difficiles à franchir, mais qui nous ouvrent tout de suite sur de grands paysages, sur des ouvertures. Et il y a quelque chose d'assez poétique dans le mot même de vallée. Donc, on retrouve aussi cette poésie dans le nom même des personnages, puisque un peu comme des arbres, ils ont leur première identité, Arnaud et Belège, mais ils ont un surnom. Est-ce que c'est un surnom ou presque une sorte d'étymologie? Le merle et la barbe. Qu'est-ce qui naît d'abord quand vous créez un personnage? C'est le nom, on peut dire, d'état civil, ou ce nom plus poétique? Donc j'ai été très marqué par la lecture de Giono, et Giono a assez souvent recours à ce petit procédé de donner des surnoms. Il y a quelque chose d'assez mignon, et moi je voulais l'appeler le merle parce que là aussi ça évoque tout de suite quelque chose d'assez chantant, forcément, d'assez doux. Et pour tout vous dire, les prénoms ont changé au cours de l'écriture. Donc j'étais pas particulièrement attaché à leurs prénoms, mais aux surnoms qu'ils ont pu gagner. Voilà, il y a quelque chose d'un peu existentialiste. Il s'appelle le merle parce que depuis qu'il est tout petit, il aime chanter. Et l'autre s'appelle la barbe parce que il a eu de la barbe très très jeune. Et alors qu'il a 20 ans, il a une barbe qui est très épaisse, très dense. Et voilà, je trouvais ça sympathique. Il y avait une espèce de facilité. Et c'est comme ça d'ailleurs que nous pouvons vivre tous. On peut avoir des copains à qui on va donner des surnoms. On ne respecte pas vraiment leur état civil, mais c'est comme ça qu'on grandit. Il y a une très belle phrase de Giono dans Que ma joie demeure, et ça devrait parler à... Et c'est d'ailleurs ce qui correspond assez, je trouve, à votre attitude à Alain Baraton, que ma joie demeure déjà. Et Giono dit, l'homme en réalité, il est comme un feuillage composé d'images éparses, comme les feuilles dans les branches des arbres, et à travers lesquelles il faut que le vent passe pour que ça chante. Cette joie aussi d'apprendre, de voir et de regarder, elle est essentielle pour vous, hein. Oui, bien sûr. J'évoquais sur France Inter le koyo. C'est une technique japonaise qui invite les promeneurs à contempler la coloration des feuilles à l'automne. Mais il est vrai que tout dans l'arbre évoque la merveille. Vous parliez du feuillage, vous parliez du son, du bruit qui traverse le feuillage. Allez dans un jardin, fermez les yeux et écoutez autour de vous. Vous entendrez du vent dans les feuilles et des oiseaux. Sans arbres, il n'y aura pas de feuilles qui s'agitent, et il n'y aura pas non plus d'oiseaux. Donc je trouve ça absolument merveilleux. Mais juste une petite à propos des feuilles. Nous sommes en ce moment en automne, et les teintes des feuilles prennent des couleurs absolument subliminales. Et je voudrais, si vous le permettez bien sûr, rappeler un petit cours de botanique, parce que j'aime bien de temps en temps répondre aux questions qu'on ne m'a pas posées, mais des questions auxquelles il serait bon parfois de se poser. Pourquoi les arbres prennent-ils des couleurs à l'automne? Personne ne se pose la question, et pourtant elle est primordiale. Alors, très rapidement, l'arbre en automne anticipe l'arrivée du froid. Donc déjà, l'arbre est capable de se situer dans le temps, dans la saison. Il sait que l'eau dans le sol risque de geler, et il ne pourra donc plus la puiser.
au lieu d'en souffrir, il se place en dormance. Et pour se placer en dormance, il va tout simplement produire, sur le pétiole, c'est la petite tige qui relie la feuille au tronc, un petit bouchon de liège qui fait que la feuille n'est plus alimentée par la sève. Privée de la sève, la feuille consomme prioritairement la chlorophylle de couleur verte. Les autres couleurs des pigments apparaissent, le jaune, le rouge ou l'orangé. Et je le dis, c'est d'autant plus important parce que la sève qui ne peut plus alimenter la feuille redescend et se stocke dans le bois et dans l'écorce et permettra l'année suivante, au printemps, de constituer une réserve de sève énorme pour permettre à l'arbre, en quelques jours seulement, de produire des millions de feuilles. C'est ça la magie de l'arbre. L'arbre, c'est le temps, c'est le son, c'est la beauté, c'est la philosophie. Il y a une tradition que nous ne pratiquons plus aujourd'hui, qui était celle d'Adonis dans les jardins italiens, je parle d'il y a plusieurs milliers d'années. La tradition voulait qu'on mettait des potées de fleurs que l'on n'entretenait pas, que l'on n'arrosait pas. C'était le cycle de la vie et de la mort. Et lorsque les plantes étaient totalement sèches, on les remplaçait par d'autres, et ainsi de suite. Donc j'aime bien cette notion, parce que l'arbre nous rappelle à quel point, nous sommes mortels, mais il est vrai que l'arbre, et il y en a des superbes même dans les montagnes, parce que je constate d'ailleurs qu'à un moment donné où cela devient difficile pour les hommes dans les montagnes, c'est généralement également le point de rupture pour les arbres. Là où il n'y a plus d'arbres, la vie devient difficile, mais il est vrai que la planète, sans montagne ne serait pas ce qu'elle est, c'est sûr, mais sans arbres ne serait qu'un désert. Merci beaucoup à vous trois. Édouard Bureau, La Grande Vallée au Cherche-Midi, le même éditeur pour Nicolas Chemla, Murnau des Ténèbres, le dictionnaire amoureux des arbres, Alain Baraton aux éditions Plomb. Merci à vous trois.